Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Mesdames et messieurs, bonjour. On peut le faire a cappella et c'est même pas mal dans un amphi comme celui-ci. Je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis journaliste, j'ai le plaisir de vous accompagner, mais plus que journaliste, je suis d'abord citoyen, je suis comme vous très curieux, j'ai plein de questions à poser. Et donc je me suis mis à votre place. Bon, il n'y avait plus de place, on m'a foutu sur scène, hein, mais c'est la même chose que vous. Je vais poser des questions et à vos invités qui arrivent maintenant. Et comme ça se fait, parce qu'on est un peu en famille, on n'est pas très nombreux, là on est dans le salon, entre nous, vous allez accueillir et surtout applaudir ceux qui viennent passer l'après-midi avec vous. Ils sont vos invités. Applaudissez-les, je vous les présente dans un instant. Ils arrivent. Et vous accueillez, s'il vous plaît, Elisabeth Moreno-Ludovo, Joël Deronet, Nicolas Bouzou, Laurent Alexandre, Maurice Lévy est avec nous. Alors Nicolas ici, moi je suis ici. Mais non, je crois que Elisabeth est là. Les fauteuils ont fait comment? Venez ici, cher Laurent, venez à côté de Maurice. Non, il y a Elisabeth. Vous savez quoi? On va y arriver. Je vais m'asseoir par terre. Oui, et on pourrait... Non, mais mettez-vous à côté d'Elisabeth là-bas, ça sera très bien.
On a juste inversé un peu les étiquettes. On est ravis de vous avoir les uns et les autres autour de cette table ronde. J'ai juste une consigne rapide à vous donner, même deux. La première, c'est vous allez mettre vos téléphones sur silencieux, si vous voulez bien. Comme ça, on prend le temps. On appuie sur pause, on ralentit. Et on est rien qu'entre nous. On laisse les copains, le boulot, les amants, les maîtresses qui auraient des messages à vous passer, ce sera pour tout à l'heure. On passe juste ce moment rien qu'entre nous. La deuxième chose, rappelez que les cigarettes électroniques sont interdites ici. Il faut le rappeler parfois. Voilà. Et la troisième chose, c'est vous dire que j'ai donné cette règle du jeu aux étudiants et bien sûr aux intervenants et donc bien sûr à vous. On va se parler sans tabou, sans langue de bois. On a besoin d'aller plus loin ensemble pour bien réfléchir à ces sujets. Alors, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de big data, on va parler de nouvelles technologies. Sujet de fantasme, sujet de surexcitation pour beaucoup, sujet de crainte ou de pessimisme pour d'autres. J'ai envie de savoir finalement, et moi de bien comprendre en tant que citoyen, j'ai envie d'apprendre. Le panel des étudiants qui est ici sur scène a préparé cette rencontre en conférence de rédaction. Ils auront la main et la parole dans quelques instants. Je voudrais d'abord qu'on invite chacun de nos intervenants à se présenter, mais sous l'angle du sujet. Parce que moi j'aimerais que vous me justifiez les uns et les autres ce que vous faites là. Soit parce que vous avez vu de la lumière, vous êtes rentrés par hasard, mais vous avez intérêt de me sortir des bons arguments. Elisabeth Moreno, vous dirigez Lenovo en France. Je suis ravi de vous avoir à nos côtés, mais Lenovo, vous faites des ordinateurs. En quoi ça vous intéresse, vous ces sujets, ça ne vous concerne pas? Vous faites des machines, vous? Alors d'abord, je suis ravie d'être là. Même si j'ai vu de la lumière, je suis ravie de passer du temps avec vous ici. C'est bien. Le sujet m'intéresse éminemment, d'abord parce que c'est le cœur de l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. Lenovo offre des produits connectés. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 10 milliards de produits connectés dans le monde. Oui. Et ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans le monde au niveau des technologies, ce serait insensé. Et c'est simplement la raison pour laquelle je suis là. Et puis, je suis un parent et je suis un citoyen et j'ai juste envie de bouger avec le monde tel qu'il bouge. Voilà pourquoi je suis là. Bon, très bien, on va avoir besoin de votre avis également. Je me tourne vers Joël de Ronet. Dites donc, Joël, en quoi ça vous concerne, vous? J'adore vous entendre sur plein de sujets, mais qu'est-ce que vous foutez sur celui-là aujourd'hui? Dites-moi, en quoi ça vous concerne? Alors, il y en a qui sont dans la guerre des intelligences, comme mon cher ami Laurent. Il y en a qui sont dans la peur de l'intelligence artificielle, comme Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking. Moi, comme prof, je suis dans la transmission pour expliquer comment faire pour utiliser l'intelligence artificielle et l'utiliser dans son métier et dans sa vie personnelle. Donc je suis en plein dans la transmission, c'est pourquoi je suis ici, comme vulgarisateur et comme professeur. Très très bien. Laurent Alexandre, vous c'est pareil, vous êtes médecin. En quoi un médecin vient parler sur ce sujet-là? En quoi il vous regarde? Je suis un citoyen. Oui. Et je considère que nous devons orienter l'intelligence artificielle. Je ne suis pas du tout un pessimiste et je partage beaucoup des points de vue de Joël de Ronet. L'intelligence artificielle n'est pas un problème technologique, c'est un problème politique. Il faut qu'on se serve de l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes que nous avons dans l'humanité, mais il ne faut pas que nous nous y trompons. Il y a plein de difficultés politiques qui nous attendent, et notamment le fait que les gens les plus doués sauront mieux se débrouiller dans une société d'intelligence artificielle que les gens mal formés. Et ça, c'est un problème politique. Et Joël citait mon bouquin « La guerre des intelligences ». La guerre des intelligences, en réalité, j'ai voulu dire qu'il est indispensable aujourd'hui de rénover l'école pour éviter que demain nous ayons un apartheid intellectuel entre les gens bien formés qui seront complémentaires de l'intelligence artificielle et les gens mal formés qui seront laminés, écrabouillés par l'intelligence artificielle si nous ne rénovons pas de toute urgence l'école. Merci beaucoup. Maurice Lévy, alors vous êtes l'OVNI aussi, un type de la pub et de la com qui vient me parler de ça. Vous êtes, si, je sais peut-être, vous êtes là parce qu'en fait, vous avez compris que l'intelligence artificielle avait vous piquer votre boulot et détruire tous les emplois dans votre métier, puisque dans quelques années, on n'aura plus besoin de vous. Chic. Non, je suis là pour trois raisons. La première, c'est parce qu'on m'a invité et que je suis poli, je réponds aux invitations. La deuxième, c'est parce que c'est artificiel et que j'aime bien ce qui est artificiel, mais plus sérieusement, l'intelligence artificielle va être dans toutes ces devices, tous ces appareils que nous avons, qui sont connectés, qui sont interconnectés et vont façonner le comportement des consommateurs. Tout ce qui touche à la vie des consommateurs m'intéresse. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle aboutira à de la créativité et que ça ira beaucoup plus loin que, dans un premier temps, que
réplique de comportement, mais je pense que cela apportera énormément d'aide à être un peu plus intelligent dans le monde de demain. Nicolas Bouzou, vous cherchez vous aussi de quoi être plus intelligent dans le monde de demain? Oh, je suis trop prétentieux pour ça. L'intelligence artificielle va faire en sorte que le capitalisme du XXIe siècle ne sera pas le capitalisme du XXe siècle. Le capitalisme du XXIe siècle, c'est un capitalisme qui est plus capitalistique. On a besoin de plus d'argent, on a besoin de plus de capital. C'est un capitalisme qui est plus oligopolistique, qui nous éloigne de la concurrence pour nous faire entrer dans une économie dans laquelle il y a sans doute moins d'acteurs et des acteurs beaucoup plus puissants. Et c'est un capitalisme qui est plus inégalitaire. Et il faut absolument répondre à ça sous forme de politique publique. Et donc derrière ça, vous avez des sujets qui sont des sujets intellectuels, relativement nouveaux, par exemple sur le droit de la concurrence. Comment faire en sorte que dans ce monde de l'intelligence artificielle, on ait des marchés qui soient encore concurrentiels. Par exemple, dans le domaine de la fiscalité, comment faire en sorte que nous soyons des pays qui soyons en capacité d'attirer du capital pour avoir de la croissance et non pas de faire partir le capital pour faire en sorte que la croissance se soit chez les autres. Et nous avons des sujets de marché du travail. Il n'y aura jamais de disparition du travail humain, que l'intelligence artificielle soit faible ou qu'elle soit forte. Le travail humain est un champ qui est absolument infini. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est celui de la transformation du travail, qui est un sujet suffisamment immense en soi et suffisamment difficile pour qu'on ne perde pas notre temps avec des sujets qui n'existent pas comme la fin du travail. Et merci de l'affirmer ici. Ça fera débat certainement. Joël de Ronet, vous m'avez dit en préparant cette rencontre, il y a une question essentielle, c'est cette place de l'humain. Finalement, avec la biologie d'un côté, l'intelligence artificielle, ces fameux robots, des robots humains, il y a un mélange, en fait, un maelstrom, j'y comprends pas grand-chose. Qu'est-ce que je dois savoir? Quelle est ma place à moi d'humain là-dedans? Et surtout, quelle sera ma place demain? Alors il y a un mot qui est très important, c'est le mot de symbiose. Vous savez ce que c'est la symbiose? C'est une très étroite association entre des organismes complexes. Et je veux parler de symbiose parce que quand je parle maintenant, j'ai parlé de la peur de certains tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, je dis qu'il faut avoir moins peur de l'intelligence artificielle que de la bêtise naturelle. Et donc dans ce cadre, il faut d'abord faire de la transmission pour l'éviter, mais surtout vivre en complémentarité, Laurent l'a dit tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle dans un premier temps, et moi je vais plus loin. Je dis qu'il faut vivre en symbiose, on va vivre en symbiose avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des outils portables comme notre smartphone, nous aurons de plus en plus des outils métables sur notre corps qui nous permettront d'entrer en relation avec l'intelligence artificielle et augmenter notre propre intelligence grâce à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois de Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking. Ils évoluent dans cette direction. Après avoir dit c'est une catastrophe, on va être transformé en esclave, il dit non, grâce à l'intelligence artificielle, on peut augmenter l'intelligence humaine. Donc cette symbiose, c'est vraiment le défi, c'est le défi de demain. Et d'ailleurs, quand on parle de la société de la communication, on va être beaucoup plus dans la société de la symbiose que la société de la communication. Alors, il y a des risques, il faut être très vigilant, j'en cite deux. Le premier, c'est de plus en plus, on va avoir des chatbots qui utilisent l'intelligence artificielle. Par exemple, Alexa de Amazon ou Google Home de Google, on leur dit « OK Google » et il se met en route. Alexa, on dit par exemple, moi presque je vais y arriver là, j'ai dit Alexa, trouvez-moi toutes les conférences sur les nanotechnologies et la médecine que j'ai fait dans le monde, y compris les vidéos et y compris sur mon disque dur. Et imprimez-moi toutes les références. Et le robot le fait. Alors ça c'est très sympa, sauf qu'il faut être très vigilant. Ce genre de truc vous écoute tout le temps. Cet été, au moment du Super Bowl américain, il y a une publicité où les gens ont parlé d'Alexa et ont parlé de Google Home et ils se sont réveillés dans des millions de maisons. Ils ont commencé à écouter tout le monde, ils ont même fait des chants d'oiseaux et récité des poèmes. Donc, il faut comprendre que Alexa et Google Home, qui sont déjà le début de l'intelligence artificielle appliquée à nous tous, puisque ce sont des chatbots, ils vous parlent, vous leur parlez, ils vous répondent, il faut être très vigilant. Ils peuvent vous espionner en permanence et atteinte à la vie privée, très grave. Juste une chose, et Laurent Alexandre juste après, qu'est-ce qui vous sépare finalement de Laurent Alexandre? J'ai cru comprendre tout à l'heure dans votre introduction que vous faisiez référence notamment à son livre, à l'un de ses livres. Qu'est-ce qui vous différencie du point de vue de Laurent? Moi, ce qui me différencie un tout petit peu, on est très proches depuis des années, mais c'est la guerre, c'est le combat, c'est la lutte
pour dire aux politiques, vous n'êtes pas dans le coup, on est en retard. C'est-à-dire, il a raison de faire ça. Mais moi, je suis plutôt dans la pédagogie et je suis plutôt, comme je l'ai dit, dans la transmission, qui est le thème de ce débat. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui? Je travaille avec des avocats, je travaille avec des notaires, je travaille avec des médecins, je travaille avec des cancérologues, je travaille avec des scientifiques qui ont compris que l'intelligence artificielle, c'est la force de la corrélation. Avec l'intelligence artificielle, on peut dire, tiens, j'ai vu ça là, et ça ici, et si je rejoins ça et ça, c'est peut-être un nouveau produit pour mon entreprise, c'est peut-être un nouveau service. Et donc, il faut expérimenter avec l'intelligence artificielle, plutôt que de dire c'est une catastrophe, on est déjà en retard. Il a raison, mais quelquefois, il y va trop fort. Moi, je suis plus soft que Laurent. Vous y allez trop fort, Laurent Alexandre? Je dis juste ce qu'on refuse de regarder en face. Oui. Je vous rappelle que nos petites boîtes numériques qu'on trouve géniales, OVH, Blablacar, Criteo, elles valent entre 1 milliard et 1,7 milliard. Oui. Les BATX chinois, Tencent, l'éditeur de WeChat, vaut 500 milliards. Et les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, approchent de 1000 milliards. Nos champions sont 1000 fois plus petits que leurs champions. Pas 10 fois, pas 100 fois, 1000 fois. Donc oui, l'intelligence artificielle est porteuse de plein de promesses. Si nous ne sommes pas une colonie numérique des GAFA et des BATX. Or, aujourd'hui, on a pris un retard immense. On m'a un petit peu reproché dans le microcosme d'avoir taclé très méchamment dans l'Express de cette semaine Bruno Le Maire en posant une question « Pourquoi Bercy délire ?» Mais quand Bruno Le Maire, la semaine dernière, à 3 reprises, explique « Nous allons créer le champion mondial de l'intelligence artificielle », et alors? C'est un délire, c'est impossible, il faut se fixer des objectifs réalistes. Ce n'est pas avec les 50 millions d'euros qu'il a, Le Maire, qu'on va écrabouiller Google, Apple, Facebook, Amazon et faire, comme il l'a écrit et dit, un champion mondial de l'intelligence artificielle que les autres pays nous envieront. Ce n'est pas réaliste. Or, la mégalomanie politique conduit à l'impuissance. Quand on se fixe des objectifs fous, à la fin, on ne fait rien, on est paralysé. C'est aussi con de penser qu'on va écrabouiller les GAFA que de dire qu'on va aller sur Mars la semaine prochaine. Il faut que le politique connaisse les dossiers, nous fixe des objectifs réalistes, et il ne faut pas refaire les dernières conneries qu'on a fait en informatique. Kairo, où on a dépensé il y a 10 ans 400 millions d'euros pour dépasser Google et c'est tombé dans les poubelles de l'histoire technologique. Le fameux moteur de recherche français de l'époque. Et plus récemment, le cloud souverain, CloudWatt, Numergy, etc., où on a dépensé plein de pognon pour concurrencer Amazon, et là encore, ça a été un immense gâchis. Et pendant ce temps-là, on n'a pas aidé OVH à se développer, alors qu'OVH aurait pu devenir un petit Amazon européen. Donc il faut que nos politiques soient responsables. La plupart de nos politiques ne connaissent rien à l'intelligence artificielle. Nous, citoyens, nous devons exiger que les politiques apprennent ce dossier crucial, parce que l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants en dépend. Merci de René, vous me l'avez énervé. Nicolas Bouzou qui dit c'est pas dur, c'est vrai. Non, moi je suis là pour le bien-être de l'équipe, ne vous inquiétez pas. Voilà. Maurice Lévy, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour aller plus loin et pour faire en sorte que nos citoyens, on puisse peut-être mieux communiquer, mieux appréhender ce sujet et peut-être un peu foutre quelques coups de pied aux fesses à nos politiques et leur faire comprendre ça? Est-ce que c'est une question aussi de communication? Est-ce que c'est un rôle de révolution que l'on doit avoir les uns et les autres dans nos comportements? Qu'est-ce que vous voyez, vous, l'expert? Alors d'abord, il faut bien voir que le propos nuancé de Laurent Alexandre aide à donner un coup de pied au cul à ceux qui sont amenés à prendre des décisions. Hein. Bien sûr. J'aime bien cette nuance avec laquelle vous vous exprimez, je trouve ça... non, mais je suis bien d'accord avec vous. Non. D'autres parleront de passion. Non, mais je suis 100% d'accord avec lui. Il ne faut pas rêver. On ne réussira pas à s'opposer aux GAFA en rêvant. Non, ce que je crois à 3 choses. La première, c'est que je crois aux disruptions technologiques. Et j'espère qu'il y en aura une, notamment avec les ordinateurs quantiques, qui va nous permettre de prendre un avantage. Donc c'est la première chose, il faut se saisir du moment où il y a une disruption technologique qui nous permet de prendre des initiatives. La deuxième chose, je crois beaucoup plus à l'initiative privée et au fait que on aide des entrepreneurs à prendre des décisions plutôt qu'à quelque chose qui va tomber du ciel, de Bercy ou d'ailleurs. Je n'ai jamais cru, d'ailleurs, en dehors du spatial et peut-être d'Airbus,
je ne vois pas de grande initiative nationale qui ait été prise par le gouvernement. Et chaque fois qu'il y a eu un plan calcul ou des choses de cette nature, ça s'est malheureusement planté. La troisième chose, c'est que je suis personnellement désespéré de voir qu'on n'arrive pas à créer des écosystèmes dans lesquels l'université, les jeunes entrepreneurs, plus les fonds capitalistiques se mettent ensemble pour permettre justement à l'idée de rencontrer d'une part les laboratoires des universités, de rencontrer un entrepreneur qui en a et qui a envie de réussir, et puis des capitaux qui sont prêts à prendre des risques. Et je crois que tant qu'on ne saura pas créer ces écosystèmes, on n'en sortira pas. Et je crois beaucoup plus à l'écosystème de cette nature et à ces clusters qu'à une décision qui viendrait de Bercy, de Matignon ou d'ailleurs. Merci. Elisabeth Moreno, vous avez entre les mains chez Lenovo et en fait dans le monde de l'entreprise, dans votre monde très particulier, vous avez entre les mains finalement ces outils d'informatique quantique, vous avez entre les mains des ingénieurs, des chercheurs qui veulent nous amener plus loin. Vous sentez, vous, les blocages justement dont on parle là ? Bien sûr que je sens ces blocages. Je les sens, je les entends, mais surtout ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est l'expérience que chacun d'entre nous ici faisons de ces outils. Parce qu'on a parfois tendance à théoriser ces sujets d'intelligence artificielle. Je pense qu'il faudrait parfois aussi parler d'intelligence humaine. Déjà. Tous les jours, chacun de nous ici lit un article dans les journaux parlant du drame de l'intelligence artificielle, du drame du big data, du fait que nous nous déshumanisons, du fait que bientôt les robots prendront la place de l'humanité. Je voudrais juste nous rappeler que les technologies, ce sont des outils qui sont créés par des humains, pour des humains, pour améliorer nos vies, nous permettre d'être plus productifs, nous permettre de mieux communiquer, de mieux partager les informations. Vous avez dû remarquer que les réseaux sociaux et les technologies ont redonné le pouvoir au peuple. Le nombre de jeunes qui n'auraient jamais eu accès aux États-Unis ou à l'Europe pour faire connaître ce qu'ils font, le nombre de jeunes qui se trouvent à des milliers de kilomètres d'une école qui puisse leur apprendre ce qu'ils ont réellement envie d'apprendre et qui, grâce aux technologies, peuvent avoir des professeurs à distance, des gens qui peuvent se soigner parce qu'ils ont accès à des médicaments que dans leur pays, ils ne pouvaient pas avoir accès. Toutes ces choses-là, ce sont les technologies qui les ont apportées. Maintenant, la crainte que je vois dans l'accès à ces outils et toutes ces peurs que nous véhiculons et en tant que parents et en tant qu'utilisateurs nous pouvons avoir, c'est quelle est la place de l'humain dans l'utilisation de ces technologies. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que ces technologies vont permettre très certainement de nous réhumaniser. Parce que je pense que nous n'aurions pas de débat aussi passionné que celui que nous avons là aujourd'hui si nous ne nous rendions pas compte que finalement ce que nous craignons chez les robots, c'est qu'un jour nous disparissions et ce que nous sommes profondément, nos émotions, nos feelings, nos perceptions disparaissent au détriment de cette intelligence artificielle. On a oublié qu'on n'avait pas qu'un cerveau, on a aussi un cœur, on a aussi un corps, et la société dans laquelle nous vivons l'a fait disparaître. Ça n'est pas les robots, ça n'est pas le big data, ça n'est pas l'intelligence artificielle, c'est nous qui le perdons. Nicolas Bouzou, votre réaction par rapport à ce débat très complexe? Notre grand sujet, c'est celui de la complémentarité entre l'homme et la machine. Je disais tout à l'heure de façon péremptoire qu'il n'y aurait jamais de problème de fin du travail. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on pourrait parfaitement imaginer que l'homme ne serve plus à rien. C'est quelque chose qui est imaginable du point de vue théorique, du point de vue de la théorie. L'homme pourrait ne plus servir à rien si les machines savaient tout mieux faire que les hommes, tout de suite, si elles n'avaient pas besoin des hommes. Mais ça n'est pas notre sujet aujourd'hui. Peut-être que si c'est notre sujet, je vais vous dire, de toute façon, dans 100 ans, notre sujet, ce sera celui de la survie de l'humanité. Ce ne sera pas celui du chômage de masse. Ce sera celui de la survie de l'humanité. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cet environnement-là. On est dans un environnement où le grand sujet, c'est ce que vous appelez la place de l'humain. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, quelle est notre complémentarité par rapport à la machine? Et là, le champ, il est absolument infini. Mais
plus l'intelligence artificielle est intelligente, mieux c'est. C'est comme dans une entreprise. Dans une entreprise, vous préférez travailler avec des gens bêtes ou avec des gens intelligents? Je vous promets, il vaut mieux recruter des gens intelligents, même s'ils sont plus chers. Ça les gens bêtes nous mettent en valeur aussi. C'est pareil. Oui, ça, c'est pas un très bon argument. C'est pareil pour la technologie. Et puis, attendez, tout le monde a été très impressionné hier par ce robot Atlas qui fait un salto arrière. Bon. Alors, c'est super impressionnant. Oui. Alors évidemment, tout de suite, moi, beaucoup de gens m'ont dit « mais tu vois bien que tes théories sur l'absence de fin du travail, ça tient plus ». Bon, je ne sais pas trop dans quel métier on est obligé de faire des saltos arrière, mais bon, apparemment, il y avait peut-être quelque chose… En politique. Oui, il y avait peut-être quelque chose que j'avais… Il y avait peut-être quelque chose que j'avais pas… Non, non, ne m'encouragez pas, merci. Mais imaginons qu'il y ait des métiers que je n'ai pas identifiés dans la logistique, dans lesquels il faille faire des saltos arrière. Mais enfin, c'est quand même formidable que ce soit un robot qui en fasse, parce que ça me semble dangereux pour les humains. Oui. Donc je trouve absolument formidable que ce soit un robot qui en fasse. Nos sujets sont des sujets de flexibilité, ce sont des sujets de formation initiale, continue, l'apprentissage. Voilà, ça ce sont, et en plus c'est très intéressant parce que ce sont des réformes que le gouvernement essaie de mener. Donc il faut l'aider, pas parce que c'est ce gouvernement-là, mais parce que la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, elle va déterminer la trajectoire de la France ces 25 prochaines années. C'est ça ce qui va se jouer là à la fin de l'année. On a besoin de capital humain et j'y reviens, c'est moins populaire, mais moi j'aime bien dire les choses, on n'a dit pas de tabou. On a besoin aussi de capital financier, ces technologies dont on a absolument besoin pour que nos entreprises soient compétitives, elles coûtent cher. Ce ne sont pas les banques qui vont financer ça, c'est le capital investissement. Moi je connais des entreprises aux États-Unis là, au moment où on se parle, elles sont en train de lever 1 milliard d'euros pour s'équiper d'argent privé. En France, quand une entreprise arrive à lever plus de 1 million d'euros, déjà, on considère que c'est beaucoup. C'est la raison pour laquelle, bien que cette réforme soit impopulaire, j'ai soutenu de toutes mes forces, alors que je ne suis même pas assujetti à l'ISF. Donc vous voyez vraiment quel est le degré d'abnégation qui m'anime. J'ai soutenu cette réforme de l'ISF et de la fiscalité du capital parce que il n'est pas question, le débat sur les riches, etc., c'est pas ça. Le débat, c'est où va cet argent? Si cet argent ne va pas dans les entreprises, eh bien, demain, c'est très simple. La France sortira de l'histoire. Merci. Réaction rapide, Joël, parce que je laisse la parole aux étudiants maintenant. Un mot rapide et les étudiants. Justement, sur la place de l'humain, en une petite phrase, je vais vous raconter une anecdote. La petite phrase, c'est « Au boulot, les robots, la vie aux humains ». Qui est une question philosophique fondamentale. Ça veut dire quoi la vie si les robots font le boulot? La petite anecdote que je voudrais vous raconter est liée au gouvernement parce que le mot est lié au gouvernement. C'est governor. Ça montre que l'automation a libéré l'homme de beaucoup de choses. On le sait depuis le métier à tisser. Mais une petite histoire que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que Watt et Boulton, en 1788, quand ils ont inventé la machine à vapeur, il y avait un grand volant d'inertie qui tournait et pour empêcher que la machine s'emballe, ils prenaient des gamins de 10 à 12 ans, de 7 h du matin à 8 h du soir, la main sur le robinet de vapeur pour la diminuer quand le volant allait trop vite. Et Watt et Boulton a dit c'est impossible, il faut libérer l'homme de ça. Comment faire? Et ils ont inventé le régulateur à boules qui s'appelle le governor. Governor venant de cybernétique, Kubernetes, le gouvernail, et gouvernement vient aussi de ça. Ça veut dire qu'avec un tout petit peu d'information, on peut déclencher des quantités énormes d'énergie. Et le governor, qu'est-ce que c'est? C'est un axe qui tourne à la vitesse du moteur, mais il y a deux boules qui s'écartent avec la force centrifuge. Oui. Et en s'écartant, elle tire l'arrivée de vapeur et la ferme. Et dès que la machine ralentit, les boules retombent et elles rouvrent la vapeur. Donc les gamins, ils étaient libérés. Ils n'avaient plus à être là toute la journée. Ils pouvaient aller éduquer et apprendre. Donc voilà comment le gouverneur devenu gouvernement est cybernétique. Je rappelle qu'on croit que c'est Norbert Wiener qui a inventé le terme de cybernétique en 1947. C'est Ampère, André-Marie Ampère, en 1834. En 1834, il a inventé le terme cybernétique qui voulait dire l'art de gouverner les hommes. Merci de rendre à César. Je me tourne vers le panel des étudiants. Vous avez préparé des questions. Ils sont, alors vous ne me les épargnez pas, hein, parce que vous avez vu, déjà, il n'en faut pas beaucoup déjà. Mais allez-y, qui prend la première question côté des étudiants? Je vous invite à vous présenter. Alors, Aïssa, 26 ans, étudiant à l'ESCP. Ma première question, c'était sur la transmission. Je voulais l'adresser à Maurice Lévy. Pour lui demander, en fait, mis à part Publicis, ce que lui avait transmis Marcel Bleustein-Blanchet. Et surtout, qu'est-ce que vous transmettez, vous, aujourd'hui? Marcel Bleustein-Blanchet était mon mentor, c'est le fondateur de Publicis, il a dirigé Publicis pendant 60 ans. Malheureusement, moi je n'ai été capable de diriger l'entreprise que pendant 30 ans. J'espère que mon successeur fera mieux que moi.
Ce qu'il m'a surtout transmis, ce sont les valeurs auxquelles il tenait le plus. Que ce soit les valeurs d'éthique, d'honnêteté, de créativité, de passion et le culte de l'idée. Ce que j'ai essayé de transmettre à Arthur Sadoun et ce que j'essaye de faire tous les jours, c'est de faire en sorte que ces valeurs perdurent dans l'entreprise et qu'elles soient au goût du jour, en sachant que les valeurs d'une entreprise évoluent en fonction de ce que la société apporte. Donc, cette entreprise, elle a quelques caractéristiques simples. Elle est une entreprise humaine. Son moteur, c'est la passion. Son carburant, c'est la créativité. Et là où on réussit le mieux, c'est quand on est un tout petit peu plus intelligent que les autres. Et si on maintient cela, je pense qu'on pourra durer pas mal d'années. J'ai toute confiance parce que je trouve que Arthur Sadoun est meilleur que moi. Donc c'est très bien. Bel hommage. Autre question, peut-être. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Alex, je suis à l'école du notariat. Ma question s'adresse peut-être davantage à Laurent Alexandre. Vous avez évoqué votre livre tout à l'heure. Dans celui-ci, vous dites que vous confrontez l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle procède pourtant de l'intelligence humaine en l'état. Est-il concevable d'imaginer le contraire ? Alors pour l'instant, l'intelligence artificielle, comme vous savez, elle n'est pas du tout intelligente. Elle est con comme une bite, mais elle fait un certain nombre de choses mieux que nous. Analyser un cancer de la peau, faire un bilan cardiovasculaire à partir d'une photo de la rétine, jouer au jeu de Go, conduire une bagnole bientôt. On peut multiplier les exemples où les intelligences artificielles nous dépassent alors même qu'elles n'ont pas de conscience artificielle. Elles ne savent pas qu'elles existent, elles ne savent pas que nous existons, elles ne savent pas ce qu'est une route, elles ne savent pas ce que c'est une bagnole, mais elles conduisent mieux que nous. Donc nous sommes aujourd'hui avec ce qu'on appelle les intelligences artificielles faibles. Donc le risque, ce n'est pas le risque hollywoodien de Ex Machina, de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui n'était pas hollywoodien d'ailleurs, c'est-à-dire d'intelligence artificielle qui vont nous zigouiller. Et là, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Nicolas. Le risque, c'est un risque social. Est-ce qu'on peut moderniser l'école et le système de formation professionnelle suffisamment vite pour qu'on rende toute la population complémentaire de l'intelligence artificielle en formant nos enfants à ce que l'intelligence artificielle ne sait pas faire? Il n'y a pas une substitution entre les cerveaux de silicium et puis les cerveaux faits de neurones comme les nôtres. Il y a complémentarité. Il y a des endroits où l'IA va faire mieux que nous. Par exemple, l'intelligence artificielle va faire les comptes 1 million de fois mieux qu'un comptable. Je ne dis pas qu'un expert comptable, mais qu'un comptable d'ici 2030. Là, ce n'est pas la peine de se battre. En revanche, il y a plein de nouveaux métiers, il y a plein d'activités où il va falloir demain encore plus de travail qu'aujourd'hui. Et puis, il y a plein de nouvelles activités. L'espace, la conquête de Mars avec Musk. Récemment, le propriétaire d'Amazon, Jeff Bezos, a dit qu'il fallait 1000 milliards d'astronautes pour coloniser notre galaxie. 1000 milliards, on n'est que 7 milliards. Vous voyez qu'il y a du taf pour quelques milliers d'années. Et on voit bien que le champ du possible est illimité. Je vous rappelle, excusez-moi de rappeler des choses pas très drôles, mais je suis chirurgien. Un d'entre nous qui fait un cancer encore meurt de son cancer. Il y a encore plein de boulot en cancérologie. Il y a encore 20% des enfants cancéreux qui meurent de leur cancer. Il y a encore 100% des myopathies graves qui meurent de leur myopathie. Donc le champ de ce qu'il y a à faire est illimité. Nous sommes très très loin de la fin du travail qui n'arrivera jamais. En revanche, on a un problème, c'est que nous avons une école qui forme beaucoup de nos enfants à faire des choses où l'intelligence artificielle va être meilleure qu'eux dans les 20 ou 30 années. Et je vous rappelle, je termine là-dessus, que nos enfants et nos petits-enfants qui sont rentrés à l'école maternelle en septembre dernier seront encore sur le marché du travail en 2070. Donc il faut un peu qu'on réfléchisse à la réorganisation de l'éducation nationale. Très bien, formidable, bravo. Je reviens. Un mot, Joël. Je reviens sur la question qui a été imposée implicitement, si je peux me permettre. Il y a cette vieille idée que l'intelligence humaine programme les machines et programme donc l'intelligence artificielle. C'est en partie vrai. Mais on n'est plus du tout là maintenant. On est dans un stade d'intelligence artificielle où elle est devenue tellement intelligente en jouant contre elle-même et en travaillant avec elle-même qu'ils s'autoprogramment entre eux. Le deep learning, c'est de former d'autres machines à comprendre ce qu'il faut faire. Et par conséquent, ils vont très très loin. À telle enseigne, Google Mind a récemment découvert que 2 de leurs ordinateurs communiquaient entre eux par un langage encrypté qu'ils avaient inventé et que personne ne comprenait.
Alors ça, c'est beaucoup plus grave. Ça veut dire que l'intelligence artificielle se débrouille à former d'autres intelligences artificielles et qu'ils n'ont même plus besoin de nous. D'autres questions du panel d'étudiants? Je vous en prie. Donc, bonjour. Bonjour, je m'appelle Côme Delgrand, donc étudiant à HEC Paris. Donc, en fait, ma question s'adresse à Elisabeth Moreno. Donc, le progrès technologique peut faire peur chez les consommateurs. Donc, comment adaptez-vous vos produits pour qu'ils n'inspirent aucune méfiance de la part du consommateur? Alors, Aïssa et Laurent, vous ferez l'aparté tout à l'heure devant nous. Merci. Elisabeth. Vous parliez tout à l'heure de la manière dont la machine intervient dans la recherche médicale notamment. Nous avons en Espagne, sans utiliser des mots trop techniques, mais nous avons des machines qui travaillent aujourd'hui sur la recherche sur le cancer. Parce que les machines aujourd'hui savent assembler des datas qu'un cerveau humain n'est pas capable d'analyser et d'obtenir les résultats qu'un humain serait capable de faire. Je fais une parenthèse sur l'homme augmenté, parce que c'est aussi un petit peu ça, quelque part, c'est comment est-ce qu'on va utiliser tout ce que les machines nous proposent pour devenir de plus en plus intelligents. Quand on sait qu'on n'utilise que 15% de notre intelligence, il y a encore de l'espace. Est-ce que ces machines nous aideront? C'est une question à se poser. Quand vous fabriquez des machines aujourd'hui, vous avez une obligation éthique et morale qui est fondamentale, parce que tout le monde utilise ces machines. Tous les enfants aujourd'hui ont un smartphone entre les mains. Chacun de nous aujourd'hui a un ordinateur portable, un ordinateur fixe. Tout le monde utilise les serveurs. Si vous ne mettez pas des règles internes qui font en sorte que les gens se sentent en sécurité lorsqu'ils utilisent ces matériels, vous ne pouvez pas fonctionner. C'est notre cœur de métier. Ne pas respecter ces règles, ce serait disparaître. Et aucune entreprise n'a vocation à disparaître. Donc aujourd'hui, nous nous fixons des règles extrêmement strictes. Nul n'est à l'abri d'erreurs et on y sera encore confronté et on est extrêmement vigilant. Il n'en est pas moins qu'une entreprise internationale ou une entreprise nationale, dès lors qu'elle offre des produits qui sont utilisés à la fois par des enfants, par des jeunes adultes ou des moins jeunes adultes, il faut mettre en place des règles morales et éthiques qui vous permettent de vous sentir en sécurité. Merci de cette réponse. Autre question du panel. Bonjour. Bonjour à tous. Yulian Rotaru, étudiant en 3e année à Epitech. J'ai une question pour Nicolas Bouzou. Donc, depuis l'arrivée des différentes monnaies virtuelles, notamment le Bitcoin ou l'Ether, de plus en plus de personnes voient une possibilité de gérer leur argent en dehors des établissements financiers classiques, qu'ils jugent moins attractifs et fiables. Donc, quel rôle, selon vous, auront ces monnaies virtuelles et plus généralement les technologies disruptives dans le domaine de la finance comme la blockchain dans le monde de demain? Et pensez-vous que les établissements financiers ont du souci à se faire? Oui, je pense que les établissements financiers ont beaucoup de soucis à se faire, mais moins en raison du Bitcoin, qui évidemment est un phénomène extrêmement intéressant. Très honnêtement, à court terme, je ne crois pas à l'installation dans nos économies de ces monnaies virtuelles pour une raison qui est une raison assez simple. J'en comprends parfaitement l'intérêt du point de vue intellectuel. Simplement, je trouve que les monnaies qui ont cours légal, comme l'euro, sont des monnaies qui aujourd'hui donnent parfaitement satisfaction. L'euro est une monnaie qui est bien gérée, avec une bonne banque centrale, elle n'est pas inflationniste. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une crise monétaire très importante dans la zone euro, dans la zone dollar, pour que véritablement des monnaies alternatives comme le Bitcoin puissent devenir des monnaies dominantes. En revanche, l'autre partie de votre question me semble en effet absolument centrale. Oui, je suis inquiet pour les établissements financiers parce que les établissements financiers sont des structures qui sont des structures verticales, qui ont gagné beaucoup d'argent depuis des décennies et qui sont dans une position qui est au fond assez complexe pour réussir à s'adapter à cette mutation schumpeterienne de la distribution de produits bancaires, de la modification des systèmes de paiement. Vous avez une des plus grosses entreprises chinoises qui s'appelle Alibaba, qui était une entreprise de distribution, maintenant elle fait bien d'autres choses. Alibaba maîtrise des systèmes de paiement beaucoup mieux qu'une banque, développe des systèmes dits de smile and pay, c'est-à-dire qu'au lieu de payer sur un terminal carte bleue, vous êtes dans un magasin, vous souriez et vos paiements, c'est débité directement sur votre compte. Donc là, il y a une mutation qui vraiment est extrêmement spectaculaire. Votre question me donne l'occasion de dire quelque chose d'assez désagréable pour certains d'entre vous, ceux qui ont des responsabilités en entreprise. Parce que
moi le premier, on demande toujours plus de flexibilité sur le marché du travail, on dit au gouvernement mais vraiment c'est pas possible, la bureaucratie, je considère qu'aujourd'hui le principal frein à l'innovation, je suis désolé, ça va déplaire à certains d'entre vous, c'est l'entreprise. Et pourquoi est-ce que votre question m'y fait penser? Parce que la banque incarne parfaitement ça. Quand vous avez des silos, quand vous avez 10 ou 15 niveaux de managers, quand vous faites faire des reportings, des process, quand vous commencez le lundi matin par 3 réunions, vous êtes absolument certain que l'innovation dont vous parlez tous les jours, que la transformation digitale, qui est votre priorité stratégique, vous la commencerez jamais. Et donc vous mourrez comme ça. Alors c'est pas l'entreprise, c'est l'organisation de l'entreprise. Et bien sûr. Et alors du coup, je vais vous donner des conseils extrêmement concrets. En 3 secondes, enfin en 30 secondes, je vous promets, ce ne sera pas long. C'est bien négocié. Les réunions de lundi, vous ne les faites pas. D'accord. C'est la première chose. Vous verrez que comme vous les aurez pas faites, l'entreprise s'en portera mieux. D'accord. Deuxième chose, les PowerPoint. Alors le mieux c'est d'interdire les réunions. Si vraiment vous ne pouvez pas vous en empêcher, au moins vous interdisez le PowerPoint qui est l'outil anti-innovation le plus radical. D'accord. Ça, vous ne faites pas. Et dernière chose, vous arrêtez avec le management, vous arrêtez avec les formations management. Ça n'est rien d'autre qu'un coup, mais ça ne sert à rien. Moins de management, plus de sens et plus de leadership. On n'a pas besoin de managers en ce moment, on a besoin de gens qui comprennent et qui montent la direction. Elon Musk, Laurent parlait de l'espace tout à l'heure, Elon Musk a envoyé un mail à ses équipes que j'ai trouvé extraordinairement pertinent. Il a envoyé ça, vous retrouverez ça sur les réseaux sociaux assez facilement. Il a envoyé ça il y a une dizaine de jours. Elon Musk disait, si vous avez déjà travaillé dans d'autres entreprises, quand vous ne faisiez pas transiter une information par votre manager, vous étiez sanctionné. Oui. Eh bien, dans mon entreprise, celui qui fait transiter une information par le manager, il sera viré. Il a raison. Hein. Je m'adresse à Maurice Lévy, le chef d'entreprise. On est d'accord, dès lundi, vous arrêtez les réunions, vous me direz. On n'a pas de réunion du lundi. Très bien, bon, celle du mardi. Mais on va réfléchir à celle du dimanche. Oui, exactement. Vous nous virez les PowerPoint. Qu'est-ce que vous entendez dans ce débat-là, justement, Maurice? Je comprends très bien la nécessité de plus de flexibilité, d'être beaucoup plus rapide, d'éliminer les silos. Nous nous sommes attaqués aux silos. C'est une entreprise de démolition considérable et extrêmement difficile, puisqu'il y a énormément de résistance dans l'entreprise, parce que les gens sont assez confortablement installés dans leurs silos. Et quand on leur dit il n'y a plus de silos, et vous devez communiquer sans vous préoccuper du lien hiérarchique, oui. Ils sont un peu paniqués, ça ne correspond pas à leur mode de fonctionnement et de pensée. Donc, je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faut tout transformer. Le problème, c'est comment est-ce que l'entreprise peut tenir le coup face à ces transformations. Et c'est très compliqué. Tout à l'heure, Joël, avant qu'on entre dans la salle, a rappelé comment est-ce qu'on s'était rencontrés la première fois quand il revenait des États-Unis en 1975, et on avait déjà travaillé sur ces questions de transmission d'informations hors des circuits traditionnels. Comment est-ce qu'on pouvait éviter le fait de passer par la hiérarchie? Comment est-ce qu'on pouvait créer des systèmes de communication qui se croisent et qui ne passent pas par la censure hiérarchique? Et on a travaillé sur bien d'autres choses à l'époque aussi. Et c'est vrai que y a tous ceux qui possèdent un brin de pouvoir résistent à tout cela et s'opposent, en fait. C'est donc très compliqué, mais c'est vers plus de flexibilité qu'il faut aller indiscutablement. Un mot de Joël, un mot d'Elisabeth et une autre question d'étudiant. De comment on va travailler avec l'intelligence artificielle dans les bureaux. On aura de plus en plus ce qu'on appelle des assistants intellectuels proactifs. Oui. C'est-à-dire qu'en fonction de nos mails, en fonction de ce qu'on recherche sur Google, en fonction des contacts qu'on a, ils vont nous proposer un certain nombre de choses, premièrement. Deuxièmement, je vais donner 2 autres exemples. C'est la traduction automatique et c'est le fait que le deep learning reconnaît les visages. Oui. Par exemple, avec des lunettes comme ça, une toute petite caméra dans les coins des lunettes, ça existe déjà, c'est pas une blague.
Ça reconnaît les gens et dans un écouteur dans l'oreille, ça vous dit bonjour, c'est monsieur ou madame un tel, leur fils s'appelle un tel et leur fille un tel. Donc ça existe, c'est du deep learning, reconnaissance des visages. Deuxième reconnaissance, c'est la traduction automatique. On peut aujourd'hui parler à un japonais qui nous écoute avec l'écouteur de son smartphone en français, il comprend en japonais, il me parle en japonais et moi je comprends en français. Donc il faut comprendre que le deep learning, c'est ça. L'intelligence artificielle, pour beaucoup, c'est jouer aux échecs ou aux jeux de Go et gagner. Bien sûr. Mais le deep learning, ça va beaucoup plus loin parce que non seulement ça reconnaît les visages, ça traduit, mais ça parle. Et on peut s'adresser à eux en parlant comme on parle à des humains. Et eux, ils nous répondent avec des chatbots dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un changement radical dans notre façon de travailler et ça va arriver dans les 5 ans, ce n'est pas dans les 20 ans. Je dois vous dire que depuis tout à l'heure, on me raconte dans mon oreillette toutes vos vies, à chacun, à chacune. Je sais donc le prénom des enfants de chacun, j'en peux plus. Elisabeth Moreno, je vous ai vu réagir à ce sujet. Oui, non, je voudrais juste dire, je suis ravie de ce que vous dites là et j'entends ces conseils que vous nous donnez. Et vous savez, quand vous avez envie d'être créatif, rien ne vous empêche de l'être. Si vraiment vous avez envie de créer et d'innover, je peux vous assurer que vous vous donnez les moyens de le faire. Et toute entreprise a intérêt à favoriser ce genre de choses. Mais vous me donnez surtout l'occasion de rappeler que dans toutes ces machines qui sont en train d'arriver, il y a une chose qu'une machine ne fera jamais. Elle ne fera pas d'empathie, elle fera semblant, elle pourra essayer de simuler de l'amour, de l'amitié et ce que vous voudrez. Mais il y a une chose qu'une machine ne fera jamais, elle ne motivera pas. Elle n'accompagnera pas lorsque un collaborateur sera en difficulté. Elle ne sera pas là lorsque vous serez en burn-out. Et je pense que le monde du travail est simplement la représentation de notre société. Lorsque vous avez un collègue qui est à 100 mètres de vous et qu'au lieu d'aller le voir pour lui parler, vous lui envoyez un mail, c'est ni le big data, ni l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence humaine. Et je pense que les machines sont capables de magnifier ce que nous faisons de plus beau, mais elles sont aussi capables de rendre terrible ce que nos côtés nos plus sombres. Et vous avez certainement entendu parler de ces machines qui étaient justement dans le deep learning, qui, dans le stéréotype, ont fait exactement ce que l'être humain fait. Oui. Si c'est une femme, on va la mettre à la cuisine. Si c'est un homme, il va réparer les voitures. Et ça encore, ce n'est que l'être humain qui l'influence. Juste un mot, si je peux alors, me permettre. Dans la suite, une seconde, mais Laurent Alexandre n'est pas d'accord. Très court. Récemment, dans une conférence que je faisais devant des juristes internationaux, il m'a demandé, Monsieur de René, vous nous dites, est-ce que dans notre cerveau, c'est un peu la question, il n'y a pas une petite case que l'intelligence artificielle ne va jamais prendre? Et j'ai répondu non. Elle va la prendre, mais nous, on sera ailleurs. C'est-à-dire qu'on aura muté. Il y a une mutation de la symbiose qui va se faire entre notre intelligence et l'intelligence artificielle, nous transformant en intelligence augmentée, ce que j'appelle en fait l'hyperhumanisme par rapport au transhumanisme. Oui. Il faut se préparer à ça. On ne s'y prépare pas du tout sur le plan philosophique. Alors, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Laurent Alexandre? Je pense qu'il faut faire gaffe avec le mot jamais. Le micro, sur le menton. Je pense qu'il faut faire gaffe avec le mot jamais. Madame Moreno nous a dit l'intelligence artificielle ne saura jamais faire ça. Je pense qu'il faut qu'on soit très humble et qu'au contraire, il faut qu'on soit prêt à bouger très vite au fur et à mesure que la frontière entre le royaume du silicium, l'intelligence artificielle, et le royaume du neurone, nous, va bouger. Si on prend sur les 50 dernières années, toutes les fois où on a dit jamais en technologie, il y a une liste de 100 jamais qui se sont traduits par du ridicule pour son auteur. Quelques mois avant Sputnik, le patron de la Société royale d'astronautique anglaise avait dit « on n'ira jamais en orbite autour de la Terre ». En 1970, dans Le hasard et la nécessité, le prix Nobel de médecine, Monod avait dit « il est à tout jamais impossible de modifier l'ADN ». 5 ans plus tard, on faisait les premières manipulations génétiques sur les bactéries. En 88, tous les généticiens du monde avaient dit « il est à tout jamais impossible de séquencer l'intégralité des chromosomes humains ». 13 ans plus tard, c'était fait, et aujourd'hui c'est fait en standard. Donc attention, et n'oubliez pas que le New York Times, quand Kasparov a été battu aux échecs par IBM, avait dit « oh là là, au jeu de Go, impossible que la machine apprenne à jouer avant 200 ans ». 20 ans plus tard, comme vous savez, la machine a écrabouillé l'homme. Oui. Donc, de dire aujourd'hui que jamais la machine ne sera empathique, à mon avis, est dangereux. Il ne faut pas dire jamais, il faut dire surveillons, faisons de la veille technologique de manière à ce que nous soyons capables, à chaque fois que la technologie évolue, de nous adapter et surtout de former nos enfants à aller là où l'intelligence artificielle, à un moment donné,
n'est pas aussi bonne que nous. Beaucoup d'humilité sur le mot jamais, parce que chaque fois qu'on dit jamais, en général, on se gourre. Merci Laurent Alexandre. Une question rapide, réponse rapide, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis étudiant à l'ESCP. Je rebondis sur ce que vous avez dit, Monsieur de René, en termes de préparation philosophique. Est-ce que tout ce qu'on fait là, le projet, l'intelligence artificielle, etc., est-ce que c'est pas du progrès pour du progrès et un petit peu une fuite en avant? Et en fin de compte, à quelle fin on fait ça? Est-ce que tout ça est une fuite en avant ou au contraire on arrive petit à petit à le transmettre? C'est ça votre question. Est-ce que l'éducation, est-ce que la formation, est-ce que l'entreprise forme? Moi, je pense que ce qui va beaucoup plus vite que la formation, ou même les MOOC, c'est la coéducation. Et surtout la coéducation transgénérationnelle. Dans les entreprises, il y a des gens qui ont une expérience et qui vont partir à la retraite. Ces gens peuvent aider tous ces jeunes où ça va très 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 vite et qui sont boulimiques d'informations à éviter l'infobésité ou l'infopollution, c'est-à-dire d'être capable de contextualiser tout ce qu'ils reçoivent tellement vite dans un contexte politique, économique, philosophique, spirituel, et faire en sorte qu'ils échangent entre eux. La coéducation me paraît être un moyen catalytique, si vous permettez cette expression. La catalyse, ça permet de faire des réactions beaucoup plus vite que celles où les réactions se feraient de manière linéaire et séquentielle. La coéducation, grâce au numérique, aux réseaux sociaux, entre les plus âgés et les plus jeunes, peut être un des moyens de surmonter cette difficulté et de transmettre, puisque c'est le thème de notre intervention, de transmettre ces savoirs à une vitesse accélérée. Je vois une question d'étudiant à côté de vous, Joël. Bonjour. Bonjour à tous, merci infiniment pour votre présence. Mathieu Deglas. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Mathieu Deglas, étudiant en Sorbonne. Je voulais avec joie rebondir sur ce qu'avait dit Monsieur Laurent Alexandre, peut-être avec un peu moins de véhémence, bien sûr. Vous avez utilisé le mot éducation, je pense que c'est important, et Monsieur Lévy, vous avez utilisé le mot nuance tout à l'heure. Donc dans une société où les biais de pensée sont de plus en plus contraignants par les GAFA, Facebook, Instagram, de plus en plus dirigés suite à l'utilisation des données personnelles par les nouvelles technologies, comment rendre vos enfants, les nôtres, libres et éclairés par leur propre esprit et non les vôtres, c'est-à-dire ceux des grandes sociétés? Maurice Lévy peut-être, ou Laurent Alexandre, et ensuite Joël, bien sûr. Alors d'abord, je vais parler en tant que père. Ce n'est pas forcément évident d'orienter ses enfants. J'ai avec beaucoup de difficultés réussi récemment à négocier avec ma fille, qui est la plus addicte électroniquement de mes enfants, et elle s'est engagée à ne pas utiliser Snapchat plus de 12 heures par jour. Mais c'est une première étape. Vous êtes d'une lâcheté monstrueuse. Ah ben non, avant c'était pire. C'est déjà une cure de désintoxication. Elle est à 2 doigts d'être en état de manque. Donc, d'orienter nos enfants n'est pas facile. Mais je crois aujourd'hui fondamentalement qu'il faut qu'on ait un grand débat national sur ce que doit être l'école demain. On n'a pas réfléchi à l'école depuis que l'intelligence artificielle a débarqué. Vous savez, à Davos, il y a quelques mois, Sergey Brin, le copropriétaire de Google, a dit « ça va beaucoup plus vite que prévu ». Et le Chief Executive Officer de Google, dans The Guardian, le mois dernier, a dit « ça va trop vite et je ne suis pas sûr que l'humanité soit heureuse que l'intelligence artificielle soit aussi rapide ». Donc, effectivement, il faut qu'on réfléchisse, il faut un nouveau pacte pour l'école. On a construit l'école d'aujourd'hui, l'école de la République, pour fournir le marché du travail de 1995. Sauf que là, l'intelligence artificielle arrive et on n'a pas réfléchi aux missions de l'école. Et moi, personnellement, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, il faut cesser de faire des techniciens qui vont être écrasés par l'intelligence artificielle. Il faut faire des honnêtes hommes. Il faut faire de l'histoire, de la philosophie, des humanités, apprendre la transversalité, la multidisciplinarité, l'esprit critique, le travail en groupe. Et comme je dis toujours, j'impose à mes enfants de lire 3 livres par semaine pour avoir un esprit critique multidisciplinaire. Il faut que l'éducation nationale fasse ça. Arrêtez de former des techniciens étriqués et verticaux qui étaient parfaitement adaptés à l'économie française de 1995, pas du tout adaptés à l'intelligence artificielle de 2030. On peut ajouter une petite chose. Joël, Maurice. On peut ajouter une petite chose comme prof. Je pense que tu as raison. C'est le professeur qui parle. Laurent, tu as évidemment tout à fait raison. L'important, c'est pas seulement de le faire apprendre en retenant des choses, mais comme on l'a dit, apprendre à apprendre. Moi, je crois que pour motiver les enfants, nos enfants, c'est apprendre à créer. Oui. Il y a en anglais 2 mots qui sont très bons, c'est system analysis et system design.
L'analyse de système qui consiste à découper les éléments pour mieux les comprendre, mais en fait on arrive avec un fatras d'éléments qui sont plus connectés les uns aux autres. Oui. Et le système design, c'est de concevoir quelque chose ensemble pour aboutir à un but dont on peut évaluer les résultats ensemble. Donc je pense que la création collective est quelque chose d'extrêmement important qui permet de se situer par rapport à soi, de donner du sens à sa vie et de travailler avec les autres. Maurice Lévy, juste un mot sur ces esprits éclairés justement et ces enfants à ne pas oublier dans l'éducation. Moi, j'ai été formé à l'épanouissement et je crois que s'il y a un rôle qu'un père ou une mère doit avoir, c'est d'aider ses enfants à s'épanouir, à se libérer du joug de l'éducation, à se libérer de toute pensée unique ou de toute pensée qui serait imposée. Donc je n'oserais même pas dire tu vas lire un chapitre par semaine, donc je n'irai même pas jusque-là, mais tout ce qui permet à la personne de s'exprimer, de se réaliser, de s'épanouir, d'avoir un jugement, de comprendre la société et d'essayer effectivement d'apprendre à apprendre, tout ceci, si je peux le faire, je pense que j'aurai rempli une grande partie de mon rôle de père ou de grand-père. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'on puisse apporter. Et c'est un joli cadeau, en effet. Vous souhaitiez réagir, mais très rapidement, parce qu'on va donner la parole à la salle maintenant. Préparez les micros, s'il vous plaît. Laurent Alexandre a 1000 fois raison. Il faut absolument remettre l'accent. Plus on entre dans un monde qui est exponentiel du point de vue technologique, plus il faut remettre l'accent sur les savoirs fondamentaux, y compris les langues étrangères, parce qu'un traducteur, ça permet éventuellement de parler, de communiquer, mais apprendre une langue étrangère, ça permet de comprendre à l'intérieur de l'autre, ce qui est complètement différent. Quand vous avez un livre qui en anglais s'appelle Progress et qu'en France il est traduit par Non, ce n'était pas mieux avant, vous avez là la différence entre deux cultures. C'est ça. Non, non, mais c'est ça les langues étrangères. Et puis il faut aussi faire la pédagogie du travail. Je n'en peux plus de cette démagogie qui met en permanence l'accent sur la motivation, la pédagogie de l'hameçon. Non, non, la technologie, elle va bousculer le travail, elle va faire disparaître des emplois, il faut en créer d'autres. Et donc, il faut donner ce sens du travail. Il faut parler un peu moins de développement personnel, un peu moins de bonheurisme et un peu plus de liberté, de sens et de travail. Merci pour ça. Question dans la salle. Alors, le temps est compté, bien sûr, mais je voudrais qu'on apporte le micro, s'il vous plaît, aux gens qui lèvent la main. Il y a un monsieur ici qui lève la main, il y a une dame là-bas. Allez-y, apportez le micro de ce côté à madame et peut-être notre micro ici. Est-ce qu'on a un deuxième micro? Mademoiselle, s'il vous plaît, pour monsieur qui lève la main. Madame, dans la salle, si vous avez le micro, on vous l'a apporté déjà? Allez-y, allez-y. C'est derrière, mademoiselle. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, s'il vous plaît, c'est derrière. Madame, une fois que vous aurez la crampe au bras, dans une demi-heure, voilà. Je vous invite à vous lever, à vous présenter, si vous le souhaitez. Bonjour. Oui, bonjour. Aude Rimbaud. Je voulais poser. Je reviens sur. Je peux vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. La presse internationale vous filme. Ce serait dommage de passer à côté de ça si vous avez un disque à vendre dans les jours à venir. Je vous en prie. J'ai lu, comme Monsieur de René, cette nouvelle que deux ordinateurs avaient parlé entre eux dans un langage inintelligible pour l'être humain. Ça m'avait terrifiée. Je vois que vous en parlez avec beaucoup de sérénité. Il faut être terrifié ou il faut être serein en face de ça? Ou alors vous êtes un type sans sentiment. Je trouve que l'être terrifié, c'est quelque chose que l'on retient et que l'on communique aux autres parce que nous retenons beaucoup plus les mauvaises nouvelles et la peur que les bonnes nouvelles. C'est engrammé dans notre cerveau. Notre cerveau est beaucoup plus programmé pour la survie que pour le bonheur. Donc il va retenir tout de suite ce qui fait peur et il va retenir tout de suite les mauvaises nouvelles. C'est démontré statistiquement. Alors, est-ce qu'il faudrait être terrifié par le fait que des ordinateurs inventent un langage entre eux et communiquent sans qu'on ait rien compris? Moi, je trouve que c'est au contraire une innovation intéressante des ordinateurs. Il faut en tenir compte et savoir comment ils en sont arrivés là. Parce que l'innovation, chez nous, je vais vous dire un truc, vous pouvez le tweeter, je ne crois pas à l'innovation. Et si les machines se mettent à innover, comment ils innovent? Et je crois que l'innovation, c'est un processus dynamique et systémique qui conduit à l'émergence de systèmes innovants. J'ai fait exprès de répéter ces mots très lentement parce que l'innovation, on croit que c'est comme une boîte, on met de l'argent dessus et l'innovation sort. Pourquoi on n'a pas inventé le smartphone? Pourquoi on n'a pas inventé Google? Donc l'important, et ces machines nous montrent un peu comment elles innovent entre elles, c'est de mettre en œuvre des systèmes innovants. Et le processus dynamique et systémique qui fait émerger ces systèmes innovants, il est plus important à apprendre aux gens dans l'entreprise que l'innovation. Et les directions d'innovation, ça ne sert à rien. Excusez-moi s'il y en a dans la salle.
Merci. Ils nous ont foutu un bordel aujourd'hui dans les entreprises. Monsieur, bonjour, je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Erwan Rohou. Je vais me présenter dans ce débat comme étant de formation informatique industrielle et robotique, avant d'avoir été appelé à d'autres fonctions, mais je suis resté intéressé à tous ces sujets-là. Est-ce que je peux vous amener à votre question, s'il vous plaît? Absolument, elle arrive. Je ne suis pas particulièrement inquiet de ce que les intelligences artificielles vont être capables de faire. Je suis plus inquiet de ce que l'homme ou de ce que quelques hommes vont en faire, en revanche. Et je vais prendre pour ça un seul exemple. Sans doute dans la salle, plusieurs personnes ont aujourd'hui dans leurs photos des reconnaissances faciales et qui vous disent « Tiens, est-ce que ce ne serait pas tel ami, telle personne, etc. » Est-ce qu'il n'y a pas un pas un peu rapide entre cette reconnaissance d'une part et demain quelqu'un qui pourrait se retrouver un petit peu rapidement accusé ou derrière les barreaux? Nicolas Bouzou répond d'un mot, m'a-t-il promis? Oui, concurrence. Vous avez tout à fait raison, le danger avec l'intelligence artificielle et le big data, c'est la concentration. Et malheureusement, ce sont des marchés qui ont spontanément tendance à se concentrer. C'est la raison pour laquelle le droit de la concurrence, qui est un sujet, je sais, un petit peu technique, un petit peu difficile, mais c'est absolument central, parce que vous comprenez bien que ce qui va nous protéger contre ça, c'est le fait que l'économie sera le plus atomisée possible, que ses compétences, elles seront dans des mains différentes, dans des pays différents. Merci. Autre question dans la salle. Pardon, j'accélère un peu pour que tout le monde puisse en profiter. On va apporter un micro à monsieur qui lève la main. Est-ce que quelqu'un d'autre a un micro déjà en main? Allez-y, gardez la main levée, monsieur, qu'on vous l'apporte. Vous avez quelqu'un là-bas. Allez-y, mademoiselle, s'il vous plaît. Monsieur là-haut qui a la main levée. Monsieur, oui, bonjour. Oui, Alain Guédon. Je suis un des successeurs de Joël de Ronet à l'Institut Pasteur. Et je suis très étonné, mais c'est pas une critique, qu'on n'ait pas parlé de l'Europe, parce que bien évidemment, Laurent Alexandre a parfaitement raison et Nicolas Bouzou aussi, le côté central, fondamental, c'est le capital à mettre en œuvre sur des idées et des idées à développer. En France, on ne le fera pas, on ne pourra pas le faire, indépendamment de notre propre culture. Ça ne peut se faire au niveau d'un continent, au niveau européen. Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer là? Est-ce que l'Europe joue son rôle? Est-ce que l'Europe on est déjà largué en Europe. Ce qu'on vient de faire sur le GPRD, que peut-être vous avez entendu ça dans la presse, c'est-à-dire la réglementation permettant d'éviter que GAFA conserve des données privées sur nous, oui. Eh bien, comment est-ce qu'on va faire en sorte que enforce, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vérifier que GAFA va bien respecter cette règle du GPRD? On n'en sait rien du tout. Ils vont faire comme ils ont fait pour les impôts, ils vont expatrier leur argent. Je pense que le seul moyen, si vous permettez que je le dise comme ça, ce n'est pas des réglementations pyramidales venant de l'Europe ou venant d'entreprises, c'est la co-régulation citoyenne participative. C'est un grand mot technocratico-politique que je vous balance comme ça, mais la co-régulation citoyenne participative, ça veut dire être d'abord plus informé, ce que l'on essaye de faire, transmettre les connaissances et les savoirs, transmettre les risques de l'intelligence artificielle ou les dangers sur la vie privée, et être capable ensemble, par les réseaux sociaux qui existent, mais qui nous donnent un sentiment diffus du pouvoir que nous n'avons pas encore aujourd'hui, de réagir avec les mêmes outils que ceux qui nous attaquent, entre guillemets, de faire ce que j'appelle une subversion, et pas seulement une subversion, mais une subversion pour arriver à équilibrer le pouvoir juste un entre petit mot, eux et nous. si Joël me laisse parler. Alors, moi, je suis un sale type et je ne suis pas bienveillant, donc je vais dire des choses désagréables. En Europe, on a une Europe qui est maternelle, bienveillante, douce et gentille. On a fini par oublier ce qu'est la guerre. Or, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut rendre des tas de services à l'humanité, mais c'est aussi l'objet d'une guerre technologique. Le micro. La plus grande guerre de tous les temps. Le micro, Laurent. Et l'Europe ne sait pas faire la guerre, en tout cas, elle ne sait pas faire la guerre technologique. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle une affaire de bisounours, c'est une affaire de guerre et nous avons laissé le pouvoir du XXIe siècle à un duopole américano-chinois. Il ne vous a pas échappé les liens très étroits entre la NSA, l'armée américaine et les GAFA. Il ne vous a pas échappé que les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi chinois, les BATX, sont directement dans la main du Parti communiste. Le mois dernier, le président chinois a dit « Nous allons devenir la première puissance mondiale et nous allons dépasser les États-Unis grâce à l'intelligence artificielle ». Nous sommes dans une vraie guerre technologique. L'intelligence artificielle est l'objet, la clé de tous les pouvoirs au XXIe siècle et l'Europe ne s'en est pas rendu compte. C'est pour ça que nos entreprises européennes sont 1000 fois plus petites que les BATX et les GAFA. Nous avons oublié ce qu'est la guerre. Puisque nous avons des gamelins à Bruxelles, voire des Pétins, nous avons comme résultat le fait que nous devenons une colonie numérique des Américains et demain des Chinois.
Je rappelle que Laurent Alexandre anime vos repas de famille pour 100 francs et un repas chaud. Et peut remplacer, si vous n'avez pas de salaud de beau-frère, il peut venir vous faire le débat. Bon. Maurice Lévy pour répondre, s'il vous plaît. Bon, Laurent Alexandre, il l'a dit, c'est un sale type et il est méchant, il est désagréable. Et il assume, il a l'air d'aimer ça. Et il assume, et il aime bien ça. Vous aimez ça. Moi, je suis un type gentil, et donc je suis aux antipodes de Laurent Alexandre, mais on va se retrouver sur un point. On va se retrouver sur un point, c'est sur le fait que nous avons des ingénus à Bruxelles, que les décisions qui ont été prises récemment sont les décisions les plus idiotes qui pouvaient être prises sur les big data, que les big data sont aujourd'hui sous le contrôle des Américains et des Chinois, mais surtout des Américains. Il ne faut pas se tromper. L'ensemble du monde occidental est sous le contrôle, en ce qui concerne les données, du monde américain, c'est-à-dire les GAFA. Et qu'il y avait une solution toute simple et toute idiote à prendre et qui n'a pas été prise et qui serait peut-être un jour à considérer. Cette décision, elle est simple. À qui appartiennent les données ? Les données n'appartiennent pas à celui qui les agglomère, c'est-à-dire elles n'appartiennent pas à M. Google, elles n'appartiennent pas à M. Facebook, elles n'appartiennent pas à M. Twitter, elles appartiennent à M. Dupont, à Mme Duchemol. Elles vous appartiennent, ces données. Et donc, ce qu'il faudrait, et la décision que devrait prendre Bruxelles, c'est de vous redonner ces données et de vous redonner une partie de l'exploitation qui est faite de ces données. Et chaque fois qu'on envoie un message, vous devriez toucher une partie du coût de ce message. Ça va loin. Mais oui, absolument. Oui. Et ainsi, les données n'appartiendront plus à M. Google ou à Mme Facebook. Les données appartiendront à chaque citoyen qui pourra décider, 1, de leur exploitation et 2, de la manière dont il acceptera d'être lui-même exploité. Et à ce moment-là, il va y avoir la possibilité pour des entreprises européennes de pouvoir agglomérer ces données, de faire de ce qu'on appelle de l'opt-in, et à partir de là, il y aura la capacité d'entrer en concurrence avec les grands mondiaux. Maurice, voilà. Tu as raison, c'est normalement dans le GDPR. J'ai raison, merci. Normalement, c'est dans le GDPR, le Global Regulation on Data Privacy, que l'Europe a mis 4 ans à produire en raison des lobbies de GAFA qui ont traîné pendant 4 ans. Maintenant, ça y est, la question, c'est encore la confiance. C'est qu'on va te demander tout le temps, on va te demander tout le temps à toi Joël, si tu es d'accord. Ça n'y est pas, il ne faut pas se raconter des histoires. C'est le problème, moi, j'ai pas confiance dans GAFA. Si je peux me permettre juste un mot. Oh bah vous permettez, oui. Le GDPR et puis le nouveau règlement. Le micro, Laurent. Et puis le nouveau règlement e-privacy sur les cookies a une seule conséquence, le renforcement du pouvoir des GAFA. On a un règlement qui, soi-disant, nous protège. En réalité, il donne un Reich numérique aux GAFA pour des décennies, si nous n'y prenons pas garde. On croirait que ces règlements ont été écrits à l'instigation des GAFA. La technostructure de Bruxelles est en réalité l'idiot utile, l'allié objectif des GAFA et pas du tout le défenseur de l'industrie européenne de la data. Merci. On est d'accord. Non mais c'est d'accord. J'ai failli dire, Maurice, vous poussez le bouchon un peu trop loin, mais Laurent, c'est encore pire. On est d'accord. On est d'accord tous les deux. Mais ça nous va bien. On vous invitera tous les deux à déjeuner dimanche. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Philippe Speziani. Et je Parlez bien dans le micro, on ne vous entend pas. Je m'appelle Philippe Speziani, je suis data analyst. Quelle horreur. Ouais, je sais. Donc tout ce que vous dites, ça me concerne vraiment. Oui. Et ma question est très simple. Au début, quand on utilisait nos données, en fait, on sait que c'est fourni, que c'est utilisé, que c'est donné pour un peu nous étudier. Au début, c'était utilisé par exemple pour les publicités sur Internet, le fait qu'on recherche des recettes d'un aligot et la publicité, ça tombe sur des pommes de terre fraîches, comme par hasard. Mais maintenant, quand on voit par exemple, je cite par exemple parce que j'ai eu l'occasion de parler avec eux. Vous allez surtout poser la question, monsieur, parce que ça m'arrange. Palantir, qui travaille beaucoup sur le data analyst, data données, qui le patron se vantait d'avoir permis de faire élire Trump en analysant ces données, justement. On en a parlé tout à l'heure. Donc ma question, c'était tout simplement de savoir comment on peut fixer des limites, justement, sur l'utilisation des données et faire en sorte que moi, quand je suis à Internet, on ne se retrouve pas donc influencé par tout ce qui se retrouve autour. Moi, en une phrase, on est en train de passer de la société de l'information à la société de la recommandation.
Et donc, il faut utiliser la recommandation. Ça prend du temps, mais on peut écouter les autres sur les réseaux sociaux. Il y a deux sujets derrière ça. Il y a le sujet, en effet, je pense central, je suis content qu'on commence à en parler, de la propriété des données, qui est vraiment quelque chose qui semblait un peu théorique il y a encore quelques années et qui commence à monter, y compris dans le débat politique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument central. Mais il y a autre chose, c'est la question de la régulation et du multilatéralisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ces sujets-là, la question des frontières est inopérante. On a besoin d'avoir des régulations qui sont des régulations, évidemment, alors on ne peut pas avoir de régulation mondiale, mais on a besoin d'avoir des régulations qui sont les plus internationales possibles. Et ce qui est tragique aujourd'hui politiquement dans le monde, c'est que les peuples votent assez souvent, pas en France heureusement, mais assez souvent ou de plus en plus pour des solutions nationalistes, alors que la réponse aux problèmes qui les inquiètent, ce sont des réponses qui forcément sont des réponses globales. Et là, il y a une vraie guerre intellectuelle. C'est-à-dire que c'est vraiment la guerre entre la passion et la raison. Ceux qui, comme moi, sont du côté de la raison doivent faire cette pédagogie. Le nationalisme est en soi la chose la plus bête qui puisse exister, mais en ce moment c'est pire. Mais oui, c'est encore pire parce que quand vous voyez des gens qui disent mais il faut se retirer de telle institution, il faut sortir de l'Europe pour retrouver notre souveraineté, c'est très exactement l'inverse. En se retirant de ce type d'institution, on perd définitivement sa souveraineté et sa capacité à influer sur l'avenir du monde. Elisabeth Moreno. À la condition que les institutions fonctionnent. À la condition que les institutions fonctionnent, précise Maurice Lévy, évidemment. Elisabeth Moreno pour répondre. Moi, j'entends beaucoup. Et je prendrai une dernière question dans la salle. J'entends beaucoup parler de la méga puissance des GAFA, des groupes chinois. Tout ce que vous dites là est vrai. S'il y a une chose que les technologies ont faite, c'est qu'elles ont effacé les frontières. J'ai travaillé pour un grand groupe technologique français, pour ne pas le nommer Orange, un grand groupe technologique américain, et aujourd'hui, je travaille pour un grand groupe technologique chinois. J'ai entendu beaucoup d'emphase, beaucoup de passion, qui transmettent quelque part les inquiétudes que nous n'avons de ne pas contrôler. Je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est accepter qu'aucun de nous autour de cette table n'est capable de contrôler ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ces technologies. La part que prend l'Europe dans la résolution de tous ces problèmes de data, de confidentialité, etc., est inexistante parce que nous nous sommes réveillés trop tard. Et puisqu'il y a manifestement d'excellentes idées autour de cette table, ben ma foi, réveillez-vous, réveillons-nous et faisons en sorte que l'Europe soit plus présente plutôt que simplement critiquer ceux qui ont pris la décision d'avancer sur le sujet. Merci Elisabeth Moreno. J'ai ici une dernière question dans la salle parce que le temps nous est compté. Qui a le micro? Levez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, donc Adel Zaidi. J'ai une question pour Maurice Lévy. Sur les GAFA, il y a Google et Facebook qui font leur argent et qui ont fait leur cœur de business sur la publicité. On va mettre le retour plus fort sur scène pour qu'on entende, s'il vous plaît. Et uniquement sur la publicité, quel est votre regard à vous, en tant qu'homme de publicité, d'avoir vu ces deux géants naître dans ce monde-là et de ne pas avoir pu saisir l'opportunité vous-même quand vous étiez à la tête de Publicis? Publicis s'est positionné de manière assez remarquable sur le plan du numérique, puisque nous sommes aujourd'hui le premier groupe de publicité dans ce domaine. Et non seulement nous sommes le premier, mais nous sommes entrés aussi dans celui de la technologie et du consulting. Donc, du point de vue de Publicis, nous avons pris les décisions qui nous permettent d'aborder les années à venir. Et d'ailleurs, dans les récentes analyses qui ont été faites, les analystes conviennent que le groupe qui est le mieux positionné aujourd'hui, c'est le groupe Publicis. Cela dit, le problème des données est un problème qui est très important et il faut savoir comment est-ce qu'on peut les agglomérer. La vraie question est là. Et il est vrai que pour Google, pour Facebook, qui sont des groupes respectables par bien des aspects et qui sont d'ailleurs qui apporte énormément de choses positives à l'humanité, il ne faut pas se tromper, possède en richesse vive les bases de données les plus riches au monde. Et la vraie question, c'est comment, puisque c'est ce qui permet de faire la différence demain, comment est-ce que des groupes européens peuvent se positionner là-dessus? La seule façon, c'est de changer les règles du jeu. Parce que sur ces règles-là, nous avons perdu la bataille. Comment est-ce qu'on change les règles du jeu? En revenant à la clé qui est
qui est le propriétaire des données. Et dès lors qu'on redonne la clé au propriétaire des données, il y a des possibilités pour des groupes européens de se positionner là-dessus, et y compris le groupe Publicis. C'est pour ça que je reste très optimiste pour l'avenir. Merci beaucoup. Je vais vous inviter, chacun des intervenants, à m'offrir le mot de conclusion. Oui, c'est complexe, le mot de conclusion, mais vous voulez que l'on reparte avec quoi, avec quelle mission à transmettre suite à ce débat? Laurent Alexandre. Il faut qu'on se mobilise tous. Le niveau des politiques sur ce sujet est très médiocre et ils s'en foutent parce que c'est l'avenir à long terme et les politiques raisonnent à 15 jours. Oui, sur ce sujet-là, c'est vrai. Nous devons tous pousser au débat citoyen sur ces sujets-là. Personne ne détient la vérité, mais collectivement, nous pouvons faire avancer. Nous devons faire pression sur les politiques parce que vraiment, j'en ai la conviction, l'avenir de nos enfants en dépend. Et aujourd'hui, la prise de conscience de ces enjeux-là chez les politiques, elle n'est pas encore assez mature. Le mot de conclusion donc de Laurent Alexandre. Elisabeth Moreno. Je suis impressionnée par tout ce que j'ai appris aujourd'hui et par toute la passion que soulève ce débat. Je pense que nous aurons l'intelligence artificielle que nous méritons. Et soit nous sommes passifs et encore une fois nous nous contentons de constater et de critiquer, soit nous prenons les choses en main, et là je vous rejoins, et nous réagissons et nous décidons de prendre le pouvoir qui nous revient, à la fois sur nos données, à la fois sur la manière dont nous voulons utiliser ces outils technologiques pour, encore une fois, améliorer nos vies. Il s'agit d'utiliser des outils pour améliorer la vie de l'être humain. Ce n'est pas la machine contre l'homme, c'est l'homme qui utilise la machine pour une meilleure vie, si possible. Merci Elisabeth. Merci d'avoir été notre invité également. Maurice Lévy, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne? Je voudrais qu'on évite de critiquer de trop les hommes politiques. Pardon, Laurent, j'ai énormément apprécié tout ce que vous avez dit. Je n'aime pas qu'on tombe dans cette dimension populiste. Ce n'est pas votre intention et ce n'est pas ce que vous faites. Il faut les faire accélérer. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans cette dimension. Je crois qu'on a la chance en France d'avoir eu un mouvement très positif. Et je crois que s'il y avait quelque chose à retenir, c'est d'abord la passion. Il faut rester passionné sur ces questions. Il ne faut surtout pas qu'elles arrivent sans nous. Et il ne faut pas qu'elles s'imposent à nous sans que nous ayons notre mot à dire. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il est très important d'encourager, vous voyez, j'aime mieux ce mot, d'encourager nos hommes politiques à prendre les bonnes décisions et de les encourager à voir le long terme et pas seulement le court terme. Et enfin, la dernière chose, pensons à nos enfants, pensons à nos petits-enfants, et à partir de là, ça veut dire qu'il faut investir massivement pour que la France et l'Europe aient les moyens d'exister sur la planète numérique dans les années à venir. Merci Maurice. Nicolas Bouzou, votre mot de conclusion. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de continuer l'histoire du progrès. L'histoire de l'humanité, en réalité, c'est une histoire de progrès. L'espérance de vie n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. L'espérance de vie en bonne santé n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu aussi peu de pauvres dans le monde. Contrairement à ce qu'on vous dit, les inégalités n'ont jamais été aussi faibles qu'aujourd'hui dans le monde. Steven Pinker vient de publier un livre en français qui montre que le niveau de sécurité, là aussi, contrairement à ce qu'on vous dit, n'a jamais été aussi élevé dans le monde. Et c'est cette aventure-là que les technologies nous permettent éventuellement, si on est un peu astucieux, qu'elles nous permettent de continuer. Tous ceux qui vous disent que c'était mieux avant, ces gens-là vous mentent, ils vous vendent de la peur, parce que la peur, c'est comme l'excès de sucre, c'est facile à vendre. Mais nous, on ne rentre pas là-dedans, parce que nous, on réfléchit, et donc on sait d'une part que c'était pas mieux avant, et que ce à quoi on essaie de réfléchir, si on essaie de faire des propositions pour l'Europe, pour la politique économique, pour les entreprises, eh ben c'est justement pour faire en sorte que demain, ce soit encore mieux qu'aujourd'hui, et les technos, l'intelligence artificielle, ça doit nous permettre de faire ça. Merci Nicolas Bouzou. Joël de Ronet. Malgré les difficultés, malgré la complexité, malgré l'accélération exponentielle de toutes les technologies dont nous avons parlé, ne baissons pas les bras. Soyons positifs. Construisons ensemble un futur souhaitable plutôt que de vivre un futur imposé par d'autres. Et je termine sur cette belle phrase de Gramsci que vous connaissez tous. Vous avez entendu, bien entendu, elle est tellement célèbre. Gramsci est mort en 1934, un politique et philosophe italien. Il disait, plutôt que
le pessimisme de la raison, préférons l'optimisme de la volonté. Joël de René, merci. Ils étaient vos invités, vous les applaudissez s'il vous plaît. Merci madame, merci messieurs. Merci aux étudiants aussi. Merci aux équipes techniques et à la régie. Messieurs, dames, savourez, les débats continuent encore, il reste un dernier débat dans toutes les salles. Régalez-vous, savourez, nourrissez-vous de tout cela. Bonne fin de journée, bonne fin de cité de réussite.